Bonjour, il est 6h30 sur RTI1 et l'information prend toute sa place. Dans le cadre des tournées de sensibilisation qu'il mène depuis jeudi dernier, le Premier ministre est arrivé samedi dans la région de Lifou. Le chef de gouvernement a été reçu par les plus hautes autorités de la ville. Ahmed Bakayoko a surtout rendu une visite de courtoisie au roi de Daoukro, Alexis Ouedraogo. Pour la dernière étape de sa tournée pour apaiser les tensions éclatées ces dernières semaines dans le pays, le chef du gouvernement était ce samedi dans la capitale de Lifou. La ville de Daoukro a connu de vifs incidents qui ont occasionné des pertes en vie humaine, plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels. Première étape donc de cette journée, une rencontre avec le préfet, les élus et forces de défense et de sécurité sur l'évolution de la situation. Autre lieu, la cour royale. Ahmed Bakayoko n'a pas manqué de présenter ses civilités à la cour du roi de Daoukro, plaidant pour son appui au maintien d'un climat apaisé. C'est à la mi-journée qu'Ahmed Bakayoko est accueilli à la préfecture de Daoukro. Tour à tour, chef traditionnel et représentant des jeunes parlent à cœur ouvert. Ce qui est arrivé à Daoukro, vraiment, ça ne nous honore pas. Il ne faudrait plus que ça arrive à Daoukro. La violence ne peut pas nous arranger. Nous avons intérêt à renouer le tissu social et le vivre ensemble qui était entre nos parents, à refaire renaître ça pour qu'on puisse aller de l'avant. Pour le Premier ministre, il est indispensable de faire taire la division. Ce qui s'est passé à Daoukro ne doit plus jamais se reproduire à Daoukro. Tout simplement parce que Daoukro, c'est chez le président Henri Konan Bédié. Daoukro ne peut pas être le théâtre de conflits communautaires. Ce n'est pas possible. Parce qu'ici à Daoukro, les peuples sont mélangés. Nous nous connaissons tous. Ahmed Bakayoko invite les populations à avoir une vision de développement. Il y a eu 4 morts, 4 jeunes dont l'avenir est brisé. Les parents ne les verront plus. 172 blessés. Je vous en prie, chers jeunes, ne gaspillez pas votre énergie, ne gaspillez pas votre avenir dans des conflits à cause de la politique. Parce que cette situation-là, l'histoire nous l'a montré, elle passe, elle passera. Il faut revenir à nos fondamentaux, de vivre ensemble dans la paix pour le développement. Le Premier ministre a regagné Abidjan au terme de cette rencontre. Situé à 32 km de Daoukro, le Premier ministre s'est rendu ensuite dans le village de Bédiékro où il a inauguré un château d'eau. La réserve d'eau construite à 265 millions de francs CFA va permettre aux populations de Bédiékro et celles des localités environnantes de disposer en permanence de l'eau potable. Ahmed Bakayoko a souligné que le gouvernement va poursuivre ce type d'action afin de permettre à l'ensemble de la population ivoirienne de bénéficier d'un mieux-être. Autre chose, à présent, la préfecture et la mairie de Fresco sont partis en fumée. De sources concordantes, certains individus se réclamant de l'opposition y auraient mis le feu. Le président du conseil régional du Boclé s'est rendu sur place. Philippe Légré a appelé la population au calme. La correspondance de Sam Conan. Des fauteuils de bureaux calcinés par les flammes, des documents administratifs partis en fumée. C'est le bilan de l'incendie qui a ravagé les bureaux du deuxième adjoint au maire et du préfet du département de Fresco. Un incendie perpétré par des manifestants se réclamant de l'opposition. Je suis chez moi, on m'appelle pour me dire que la préfecture a pris feu. Et donc les registres, un certain nombre de documents étaient partis en fumée. Et la même chose au bureau du chef de cabinet. Par la fenêtre, ils ont balancé des cocktails Molotov et donc tout ce qui était ici a pris feu. J'ai constaté que mon bureau a été brûlé. Et juste derrière nous, les chaises qui sont là ont aussi été brûlées. Le ministre Philippe Légré, président du conseil régional du Boclé, s'est aussitôt rendu sur les lieux pour faire le constat et rencontrer les populations afin de faire le point de la situation et appeler au calme et à la paix. Nous sommes venus pour dire à nos parents de regarder l'essentiel et d'éviter d'écouter
ces personnes qui n'ont rien à apporter comme solution et qui, ma foi, n'ont que dans la tête la destruction. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de développement avec le président Ouattara. Alors, c'était pour leur dire de suivre réellement celui qui peut nous apporter leur développement. On demande à nos enfants d'apporter la paix. Pourquoi la paix? Parce que le développement est déjà dans nos mains. On peut revendiquer, mais une manière de revendiquer. Donc c'est dans ce sens-là. Je voudrais appeler tous les chefs de village à agir dans ce sens-là pour sensibiliser la jeunesse. Après ces incidents, la vie a repris son cours normal à Fresco. On fait maintenant le point de la situation du Covid-19. Au 28 août, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré samedi 29 août 2020 96 nouveaux cas de Covid-19 sur 887 échantillons prélevés, soit 10,8% de cas positifs, 125 guéris et 0 décès. À la date du 29 août, la Côte d'Ivoire compte donc 17 893 cas confirmés, dont 16 440 personnes guéries, 115 décès et 1338 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 125 972. Autre chose, à présent, le Conseil national des droits de l'homme appelle les professionnels des médias à s'impliquer dans la tenue d'une élection présidentielle apaisée. À Bouaké, plusieurs journalistes ont été formés au respect des droits de l'homme, mais aussi au traitement de l'information avant, pendant et après les élections. Soro Corona. Après les partis politiques, les forces de défense et de sécurité, le corps diplomatique, c'est le tour des professionnels des médias d'être à l'école du Conseil national des droits de l'homme. À Bouaké, le démembrement du CNDH a formé les journalistes sur les questions de maintien d'un climat propice et apaisé pour une présidentielle sans heurts. Les hommes des médias sont également appelés à donner l'information vraie afin d'éviter d'attiser les tensions. Il y a le contexte électoral qui prévaut aujourd'hui. Il s'agit pour nous de travailler avec les médias pour l'apaisement des élections, mettre en place le mécanisme conjoint CRDH médias locaux de Bouaké pour créer un cadre de travail. Les professionnels des médias s'engagent à jouer leur partition pour des élections apaisées. C'est un nouveau cadre de travail qui va être défini entre les journalistes et le Conseil national des droits de l'homme et nous allons nous aider à faire la promotion des droits de l'homme. Ils vont nous apporter leur expertise. On va également les appuyer sur le terrain pour que les questions de droits de l'homme puissent être une réalité ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une période très sensible et nous savions tous l'actualité. Et il est important pour nous, en tant qu'acteurs de médias, de nous faire former. Et surtout que nous relayons l'information. Il faudrait que nous relayons l'information, mais la vraie information, qui va apaiser le cœur, qui va nous permettre de traverser cette période assez sensible. Ces assises visent également à faire en sorte que les journalistes contribuent à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale, gage d'une démocratie réussie en Côte d'Ivoire. Le Conseil national des droits de l'homme a instruit les participants sur les notions élémentaires du respect et la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. On continue à parler des médias dans le cadre de la lutte contre la désinformation en période électorale. L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme a initié un projet dénommé « Projet de monitoring de la désinformation en ligne en période électorale ». Selon l'ONG, l'initiative vise à atténuer l'impact de fausses informations sur le processus électoral. Prévu pour durer 8 mois, à compter du 1er juin 2020, l'OIDH a rendu public à mi-parcours les résultats de ses recherches. Grâce Kando. L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme OIDH a conçu un projet de monitoring de la désinformation en ligne. Il vise à atténuer l'impact des fausses informations sur le processus électoral de 2020. À l'issue de la première phase, qui a duré 2 mois, l'OIDH a fait plusieurs constats. Divers procédés au moyen desquels des fausses informations ont été diffusées sur les réseaux sociaux afin de manipuler l'opinion ou porter préjudice à certains acteurs de la scène politique ont été relevés. L'OIDH a relevé des informations erronées relatives à des allégations de fraude portées contre le parti au pouvoir RHDP ou certains de ses cadres lors de la phase de l'opération de révision de la liste électorale. L'OIDH a également observé des procédés de désinformation caractérisés par la diffusion de documents falsifiés, présentés comme authentiques ou prêtés à des représentations diplomatiques qui se seraient prononcées sur le contexte
sociopolitiques actuelles. Au regard de ces différents constats de désinformation en ligne, l'OIDH a fait des recommandations. Maintenir le dialogue politique avec l'ensemble des parties prenantes au processus électoral afin de lever tous les écueils et défis liés au processus. S'abstenir des discours et actes susceptibles de fragiliser la cohésion sociale ou détériorer le climat socio-politique. L'OIDH invite également la société civile à créer des tribunes d'échange citoyens sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les usagers à la culture de la paix. Un mot de culture à présent. Elle était une source d'inspiration pour bon nombre de chansonniers africains, mais aussi pour des personnalités politiques. Aujourd'hui, après sa disparition, les admirateurs d'Alla Thérèse ne se comptent plus. Parmi eux, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, qui l'a côtoyé, nous parle de la dimension de l'artiste. Franck Quadio. C'est une chose qu'ils n'étaient pas nombreux à appréhender. L'engagement de la chanteuse tradimoderne Alla Thérèse ne date pas d'aujourd'hui. Elle avait des thèmes extrêmement importants, des thèmes de rassemblement, mais elle a également inspiré beaucoup de jeunes chanteurs traditionnels. Un autre aspect de la vie de la regrettée Alla Thérèse relevé par la ministre de la Culture et de la Francophonie. Raymond Goudou Kofi fait partie de ces privilégiés qui ont longtemps côtoyé celle que l'on appelait délicieusement la cantatrice aux pieds nus. Pieds nus, toujours en pagne baoulée, avec ses nattes spéciales. Et c'était ça, Alla Thérèse. Alla Thérèse, une artiste qui traverse époque et tendance, elle aura su sans cesse se réinventer. La nation aura su se mobiliser jusqu'au dernier moment pour elle. Elle a été distinguée dans le mérite national. Elle a reçu, elle a eu droit à une maison qui se trouve donc au centre-ville de Toumoudi. Même à Toumoudi, nous avons le foyer. Le foyer de Toumoudi porte le nom de foyer Alla Thérèse. Et puis, le 6 décembre 2019, le président de la République lui a offert un véhicule. C'était d'ailleurs une des dernières apparitions d'Alla Thérèse. Alla Thérèse et son timbre de voix particulier. L'artiste sera resté dans le cœur et les mémoires. Le défi désormais, selon la tutelle, sera de perpétuer son œuvre pour faire d'Alla Thérèse définitivement une immortelle. Repose en paix à la Thérèse. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information. Au Congo, Brazzaville, l'ancien ministre des Finances entre 1997 et 2002, Mathias Zon, âgé de 73 ans, a été désigné par l'ARD, l'Alliance pour la République et la démocratie, hier samedi, candidat à la présidentielle de 2021. De son côté, le Parti congolais du travail, le PCT, a déjà investi le président Denis Sassou Nguesso. Mathias Nzon, qui a pris acte de cette sollicitation, s'est dit toutefois inquiet au sujet de la gouvernance électorale. Candidat malheureux à la présidentielle de 2009, Mathias Nzon a boycotté celle de 2016, dénonçant les conditions d'organisation. Pour 2021, il n'a pas trop d'assurance non plus. Et puis hors du continent, au Japon, au lendemain de l'annonce surprise de la démission du Premier ministre Shinzo Abe, la course contre la montre pour lui succéder a démarré samedi avec de premiers candidats ayant commencé à se manifester au sein du parti. Au pouvoir depuis fin 2012, Shinzo Abe, 65 ans, a déclaré vendredi qu'il comptait jeter l'éponge fragilisée par le retour d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin appelée colite ulcéreuse. Shinzo Abe a toutefois précisé qu'il resterait à son poste jusqu'à ce que son successeur soit désigné. Les modalités de ce processus n'étaient pas encore tranchées à l'heure actuelle. Selon la presse japonaise, plusieurs options étaient à l'étude. Voilà qui referme ce 6h30. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvez à 13h Hamza Diaby.